Incendie mystérieux de Moiran. Un homme a été interpellé. Il a reconnu 7 incendies volontaires. Bosnie, les preuves s'accumulent. Les charniers découverts ces derniers jours mettent directement en cause des autorités serbes de Bosnie. Réforme des cours d'assises en France. Le projet est remis à l'étude et une polémique se développe sur un projet de limitation dans le temps des poursuites en cas d'abus de biens sociaux. Mystère au Touquet, dans le Pas-de-Calais, les mouettes succombent à un mal foudroyant. Madame, monsieur, bonsoir. Le mystère commence enfin à s'éclaircir à Moiran, en montagne dans le Jura. La nuit dernière, les gendarmes ont interpellé là-bas un homme qui a avoué 7 incendies sur les 12 qui s'étaient déclarés depuis le mois de novembre dernier. Des experts de la gendarmerie, de l'EDF étaient sur place pour essayer de comprendre ces phénomènes étranges que l'on avait à un moment donné attribués à des problèmes de réseau électrique. En fait, les enquêteurs n'avaient jamais vraiment abandonné la piste criminelle. Benoît Gadret, Olivier Jacquelin. C'était la clé du mystère la plus inattendue. La piste que le juge et le procureur faisaient semblant d'avoir écartée. Et pourtant, un homme a donc été interpellé hier soir. Les gendarmes qui avaient déjà quelques soupçons sur une personne ont intensifié leur surveillance et ont quasiment interpellé en flagrant délit la personne qui a mis le feu à cette fameuse poussette dimanche soir. La personne a été interpellée hier soir. Placé en garde à vue, l'homme a pour l'instant reconnu être à l'origine de 7 des 13 sinistres, en excluant l'incendie meurtrier. Il avait été placé sous surveillance depuis quelques jours, après un long travail de recoupement. On est amené comme ça à avoir des soupçons sur 3-4 personnes qu'on voyait fréquemment avant, juste avant ou après les incendies. Donc à partir de là, on a mis sous surveillance certaines personnes et il s'est avéré que, principalement samedi et dimanche, on était sûr de notre fait. À Moiran, Raymond Lançon, victime de 2 incendies, croit à peine à ce rebondissement, lui qui mettait en cause le réseau électrique. Jusqu'à maintenant, j'ai du mal à y croire, quoi. Qu'est-ce qu'on va y croire, quoi? Qu'on est copains ensemble, puis ils viendraient nous allumer des incendies, là. Bon, c'est incroyable, ces trucs-là. Cette affaire s'oriente vers une origine criminelle, ça nous peine quand même quelque peu par rapport, parce que c'est un habitant moirantin, et puis c'est donc à ce niveau-là assez difficile à vivre pour nous. La garde à vue du pyromane présumé a été prolongée. Il devrait être présenté demain au juge d'instruction. Benoît Gadret, en direct de Lons-le-Saunier. Benoît, vous étiez dans ce village enquêté pour France 2 depuis plusieurs semaines. Est-ce que vous aviez eu l'occasion de voir l'homme qui a été arrêté? Alors tout à fait. Cet homme, c'est un ouvrier âgé de 35 ans. Cet homme, c'est un familier, c'est un proche, très proche même, d'une des familles de la rue des Cars. On peut même dire qu'il y a eu un incendie dans la maison où il habite. Alors riverain, il avait lui la possibilité de franchir sans problème le périmètre de sécurité mis en place depuis quelques jours par les gendarmes à la demande des autorités judiciaires. Et effectivement, nous avions rencontré plusieurs fois cet homme, nous l'avons rencontré plusieurs fois, nous l'avons même rencontré hier. Il était très nerveux vis-à-vis des journalistes et encore hier, alors que je discutais avec des membres de sa famille, il nous avait quelque peu agressés de façon verbale. Ce soir, la question qu'on se pose évidemment, c'est quelles sont les motivations de cet homme? On les ignore encore. Le juge et le procureur, tout à l'heure au cours de la conférence de presse, nous ont confié que visiblement, il n'avait pas encore livré tous ses secrets. Bien, Benoît, une question encore tout à l'heure. Le commandant de gendarmerie disait on n'avait jamais vraiment quitté la piste criminelle. Alors, ça n'était qu'un rideau de fumée, ces problèmes de réseau électrique? Alors, tout à fait. La question qu'on se pose, c'est pourquoi le juge a-t-il continué à laisser travailler les experts? A-t-il demandé aux experts de continuer à travailler dans différentes pistes, alors que depuis plus d'une semaine, cet homme était sous surveillance? Je crois qu'il y a 2 réponses à cela. La première, c'est que le juge n'avait aucune certitude, même s'il avait des soupçons vis-à-vis de cet homme. Et puis la deuxième piste, eh bien, c'était la deuxième raison, c'était une façon aussi, une stratégie de la part des autorités judiciaires pour détourner l'attention à la fois des journalistes et aussi de cet homme pyromane présumé. Merci Benoît Gadret. En Chine, une réplique au tremblement de terre de samedi a eu lieu aujourd'hui dans la province du Yunnan, à la frontière tibétaine. On ne sait pas si ce nouveau séisme a fait des victimes. En revanche, les autorités chinoises ont publié le bilan du premier tremblement de terre de samedi. 238 morts, 3700 blessés graves et 10 000 blessés légers. D'après les spécialistes, cette région s'apprêterait à vivre une période très active et dangereuse en matière de tremblement de terre. Jérôme Bonny, Tristan Lebras. 260 000 rescapés sont condamnés à vivre dehors par -5 degrés ou dans des refuges de fortune, de crainte d'une nouvelle secousse.
Ce matin, peu après minuit, une violente réplique n'a fait, d'après les autorités, que des dégâts matériels. Au bureau chinois de sismologie sont centralisées et traitées des informations venant de toute la Chine, le pays le plus touché par les séismes. Il y en a 2 ou 3 par an, dépassant 6 degrés sur l'échelle de Richter. Celui de samedi avait été prévu dans le courant de l'année, mais pas à une date précise. Et les sismologues s'attendent à un gros tremblement de terre avant l'an 2000. En ce moment, nous sommes dans ce que nous appelons une période de grande activité sismique. Et nous travaillons dur en attendant l'arrivée du tremblement de terre. Est-ce que vous êtes inquiet? Oh oui, bien sûr, bien sûr. D'après les experts, les plaques souterraines chinoises subissent le contre-coup de la collision entre le sous-continent indien et le continent eurasien. Une partie importante de l'Asie se déforme et se brise en petits blocs qui se réajustent périodiquement. À Pékin, qui se situe dans l'une des zones à risque, toutes les nouvelles constructions sont faites d'après les autorités aux normes antisismiques. Mais ce n'est pas toujours le cas en province, dans des régions souvent plus pauvres, où les nouveaux immeubles n'ont pas tout le béton ou les structures métalliques nécessaires pour résister à d'éventuels tremblements de terre. Aux USA, le froid continue de sévir depuis plusieurs semaines maintenant. Principale victime, les sans domicile fixe, bien entendu. Le nombre des victimes atteint aujourd'hui 73 morts, le plus souvent à l'occasion d'ailleurs d'accidents de la route. Et vous allez le voir, même dans les États du Sud comme la Floride, eh bien, les récoltes de citrons ou d'oranges sont pour l'instant en danger. Voici donc la Floride et les récoltes de citrons et d'oranges en danger, comme je vous le disais à l'instant. En France, on attend également pour demain d'importantes chutes de neige sur une grande partie du pays, dans le nord, mais aussi au sud, dans le Roussillon, jusqu'aux Alpes. La neige est déjà présente en Bretagne cet après-midi. Vous allez le voir, elle tombait dru dans la région de Guingamp. Jacques Deveau, Michel Hiver, le bien nommé. Comme prévu, la neige a fait son apparition aujourd'hui en Bretagne. De fortes précipitations qui ont blanchi les routes, entraînant des difficultés de circulation sur tous les axes, à l'exception du Finistère. C'est dans la soirée que la neige a atteint Rennes. 2 bons centimètres recouvrent la capitale bretonne. Pas de temps à perdre pour les batailles de boules de neige, car Météo France annonce que la pluie va remplacer la neige dans la nuit. Demain matin, il ne devrait plus rester beaucoup de traces. Et oui, en Bretagne, la neige, c'est rare et ça ne dure jamais longtemps. Les cas de violence dans les banlieues en France mettant en cause de très jeunes mineurs se succèdent. À Saint-Étienne-de-Rouvray, près de Rouen, après les incidents de ces dernières semaines, le collège est toujours fermé aujourd'hui et le maire est venu à Paris rencontrer le ministre de la Ville. À Orléans, encore aujourd'hui, un collégien de 14 ans qui avait donné un coup de couteau à un chauffeur de car scolaire s'est rendu à la police. À Aubagne, c'est un parent d'élève qui a frappé le proviseur du lycée parce que son fils s'était fait vandaliser sa mobilette à l'intérieur de l'établissement. Et puis cette dramatique affaire, samedi, à Garges-les-Gonesse, près de Paris, 2 jeunes garçons mis en examen pour le meurtre d'un camarade à coup de couteau pour une sombre affaire de moufle. Chaque Gardose, Dominique Merlin. Une gerbe de fleurs sur un terrain de foot. C'est la Katim, un jeune de 15 ans, a reçu 3 coups de couteau vendredi. Mort parce qu'il avait volé une paire de moufles. Au domicile de la victime, la famille s'est recueillie toute l'après-midi à la mémoire de ce jeune garçon de la cité. J'en veux trop au climat qui règne aujourd'hui. Et je veux que cette violence s'arrête. Ce sont nos enfants qui subissent les conséquences. On a nos enfants, on a peur pour nos autres enfants. J'ai perdu un fils, c'était mon grand. Après Eric Raoult et Madame le maire samedi, c'est l'ambassadeur du Maroc à Paris qui est venu aujourd'hui rendre visite à la famille. Ils ont évoqué l'insécurité, cette atmosphère et cette difficulté à vivre dans ces cités. Nous les jeunes, on a peur. On a peur, hein. Je sais pas, moi, il y a des menaces, on a peur des armes. Des armes blanches aux abords des collèges, beaucoup en parlent. Difficile de savoir s'il en existe véritablement. Le principal du collège n'a pas voulu nous répondre aujourd'hui. Je crois qu'il faudra que vous vous adressiez à l'inspection d'académie pour cela. Moi, je refuse de penser qu'il existe des circuits d'armes dans les collèges et les lycées. En tout cas, si tel était le cas, je crois que là, effectivement, il faudrait prendre des mesures draconiennes. Difficile de comprendre pourquoi une banale histoire de gants peut être à l'origine d'un tel drame. Bien des cités françaises vivent au quotidien ces drames petits ou grands. Décidément, lutter contre la violence nécessite une mobilisation
de toutes les énergies. Il faut bien le dire, les actes de violence de la part de très jeunes mineurs, 13, 14, 15 ans, augmentent. Plus 15% l'an dernier, vol à la tire, drogue, agression, racket. La tâche de la police est loin d'être simple, on le comprend bien. Exemple à Montreuil, dans la banlieue parisienne toujours. Nos reporters ont passé plusieurs heures en compagnie d'une patrouille de police dans les rues de Montreuil. Agnès Varamian, Christophe Errand. 3 jeunes, dont un âgé de 15-16 ans, vêtus d'un blouson vert. Vous avez un type d'individu? C'est la brigade des flagrants délits, chargée cette fois de courser des individus jeunes suspectés de vol à l'arraché sur une vieille dame. Première mission, assister la victime. Ils vous ont pas blessé de toute façon? Non, ils vont s'en. Puis il s'agit de recueillir le plus d'éléments possible. Les policiers s'attendent à interpeller un seul mineur, mais au bout de la rue. Ce sont 3 enfants de 13 et 14 ans qui tombent, suspects présumés du vol. Je t'ai dit qu'on va voir ma mère. On allait chercher mon neveu à l'école. Lui, c'est mon frère. On t'a volé, on t'est pardonné. Alors le sac, il est où? Moi, j'ai pas pris de sac. On sait que c'est vous, alors c'est pas la peine de dire non. Sortez-moi. La dame, elle vous a reconnu. Eh bien, craque, dis-le. On n'a pas de sac, on s'était mis. Tout à l'heure, tu m'as dit je l'ai plus. Maintenant, tu m'as dit je l'ai plus. Oui, tu m'as dit je l'ai plus. On était devant chez lui. Les enfants nient avant qu'ils sortaient de leur domicile au moment de l'interpellation. Mais présentés derrière une vitre sans teint, de face et de profil à la victime, ils seront reconnus formellement. Pour les enfants, le cycle commence. Photo d'identité judiciaire, prise d'empreinte, audition. Et la victime a dit que c'était vous. Enfin, Déjà tenté de chez moi. t'es là, la semaine dernière, déjà pour voler fiction. La police doit signifier l'interdit, combattre le sentiment d'impunité des jeunes, mais aussi le manque de prise de conscience des parents. Les parents vivent assez mal et comprennent assez mal au départ que l'on puisse dire que leurs enfants ont commis tel ou tel fait répréhensible. Il y a une prise de conscience, je crois, qui s'opère après, très souvent. On le voit au fil du temps, il y a une prise de conscience qui s'opère plus tard. Les enfants passeront la nuit au commissariat, puis un éducateur sera nommé par la justice. À Montreuil, les affaires de mineurs s'enchaînent. Là, un adolescent de 15 ans dépose plainte avec son père pour avoir été racketté par d'autres jeunes. L'actualité internationale en Bosnie, après le temps des rumeurs, des demi-vérités, c'est le temps de l'horreur devant la découverte des charniers attribués aux Serbes de Bosnie en pleine guerre, à l'occasion notamment de la prise de l'enclave bosniaque de Srebrenica. Dorothée Oliéric. Ils ont tué mes fils et mon mari. Et maintenant, je suis toute seule. C'est pas ici qu'il faut filmer. C'était là-bas, à Srebrenica. Filmer à Srebrenica, c'était impossible. Depuis l'été dernier, les Serbes interdisaient l'accès à ces collines. Hier, le rapporteur spécial de l'ONU pour les droits de l'homme a pu voir par elle-même les preuves de ce qu'elle appelle une tragédie humaine. La version officielle serbe préfère parler de soldats bosniaques tués dans des combats, mais cette fois personne n'est dupe. Certaines organisations des droits de l'homme estiment même que 200 fausses communes sont disséminées en Bosnie. Des charniers qui apporteraient des réponses à beaucoup d'interrogations. En juillet dernier, les Serbes prenaient l'enclave musulmane de Srebrenica sous le regard impuissant des casques bleus. Les femmes, les enfants et les vieillards étaient massés dans des bus, chassés de chez eux. Sans témoins, si ce n'est les caméras serbes. Mais très vite, les Bosniaques vont raconter, dénoncer. Depuis l'autobus qu'ils ont arrêté en route, on a vu des morts et des gens égorgés. Les soldats sont entrés et nous ont maltraités. Ils ont sorti de l'autobus les filles de 12, 10, 13 ans. Ils ont sorti les filles qui avaient jusqu'à 20 ans. Elles ne sont pas revenues. Les hommes par milliers ont fui à travers bois pour échapper aux Serbes. Ces images, tournées par les réfugiés et récupérées par Médecins sans frontières, sont les dernières pour nombre d'entre eux. En chemin, ils ont rencontré les Serbes. Depuis, 8000 ont disparu. Allez, viens ici, je suis avec les autres. Dis-leur chez qui ils vont. Viens ici, chez Rameau. Va te faire foutre avec Rameau. Dis-leur chez les Serbes. Chez les Serbes. Voilà, c'est bien, chez les Serbes. Combien ont été massacrés et comment? La réponse fait d'ores et déjà peur. Mais on saura quand les corps ont été exhumés des charniers. À propos de ces charniers, la mise en cause des responsables des Serbes de Bosnie, comme M. Karadzic ou le général Mladic, apparaît de plus en plus évidente. Pour autant, seront-ils jamais véritablement mis en accusation devant un tribunal? Olivier Lerner
André Germain. Le tribunal international de La Haye ne détient qu'un seul prisonnier, Duško Tadić, arrêté en Allemagne. Ancien gardien d'un camp de prisonniers, reconnu par des réfugiés bosniaques, il a plaidé non coupable, mais reste emprisonné pour l'instant à La Haye. 52 personnes, des Serbes pour la plupart, dont les deux leaders de Bosnie, Karadzic, le politique, et Mladic, le militaire, sont dans le collimateur de ce tribunal pas comme les autres, chargé des crimes de guerre en ex-Yougoslavie. Une justice sans policiers ni gendarmes, et c'est là tout le problème. Je crois qu'avec la découverte des charniers, il sera de plus en plus difficile aux États d'avoir une politique de l'autruche et de tourner la tête et de ne pas trouver les moyens juridiques et policiers, pour appeler les choses par leur nom, pour procéder aux arrestations au moins des auteurs les plus importants de ces crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Des placards qui regorgent de témoignages plus atroces les uns que les autres. Les preuves s'accumulent à La Haye. Le procureur, les enquêteurs et les juges ont hâte de voir maintenant leurs actes d'accusation se transformer en vrais procès. Nous ne sommes pas isolés. Nous avons des armes. Le mandat d'arrêt international avec signalement au Conseil de sécurité. À la fin du mois et au mois de mars, nous allons procéder par la voie d'une procédure de reconfirmation solennelle de nos actes d'accusation à toute une série d'audiences sur lesquelles le faisceau de toutes les présomptions pesant sur les accusés sera à nouveau mis en lumière. Nous rendrons, à travers ces procédures, fugitifs internationaux tous les accusés qui ont été déjà suspectés par le tribunal. Mais comment croire que Zagreb, Sarajevo ou Belgrade vont livrer sans état d'âme leurs criminels de guerre respectifs? Exemple, le général croate Blaskić, inculpé par le tribunal, a récemment été décoré et promu par le président de la Croatie, Franjo Tudjman. Blaskić n'est pas prêt de frapper à cette porte. En France, la réforme des cours d'assises était inscrite très rapidement à la discussion du Parlement. Elle vient d'être repoussée. Une commission va réfléchir sur le point le plus important, la possibilité d'un appel pour les condamnés qui, jusqu'à présent, n'avaient comme possibilité que la cassation du jugement pour vice de forme. C'est le problème du jury représentant le peuple souverain qui est en cause. Christophe Tortora, Pascal Pueyo. Marqué par la polémique née au lendemain de la condamnation d'Omar Haddad, Jacques Toubon souhaitait qu'un homme condamné pour crime puisse faire appel comme n'importe quel individu condamné pour un délit. Le garde des Sceaux voulait instaurer un tribunal criminel départemental composé de 3 magistrats professionnels assistés par 2 citoyens. La cour d'assises devenant la juridiction d'appel avant un éventuel pourvoi en cassation. Mais certains avocats ont vivement critiqué ce projet. Pour eux, il revenait à ne plus rendre la justice au nom du peuple français. Si le jury, à l'occasion d'une telle réforme, devait disparaître de la justice, les juges professionnels seraient désormais les seuls à s'exprimer. Cela veut dire que la fiction selon laquelle les jugements sont prononcés au nom du peuple français ne serait plus seulement une fiction, mais deviendrait une sorte de formule vide de sens. Pour faire face à ces critiques, Jean-François Degnaud était chargé par le garde des Sceaux d'étudier une nouvelle réforme de la cour d'assises. Et le président du Haut Comité a déjà des idées. Je vais essayer de trouver la conciliation, une solution qui à la fois respecte le jury populaire et qui puisse mettre 2 degrés de juridiction, c'est-à-dire une sorte d'appel, ce qui n'existe pas pour le moment. Mais cette réforme de la cour d'assises n'est pas pour demain. Les parlementaires n'examineront pas le projet de loi de cette nouvelle procédure criminelle avant le début de l'année 1997. Parallèlement à cette réforme, M. Pierre Mazeaud, parlementaire de la majorité RPR, présente un texte de loi visant à introduire un délai maximum de poursuite en cas d'abus de biens sociaux qui est à l'origine des principales affaires politico-économiques de ces dernières années. Explication Patrice Romden. Le code pénal prévoit un délai de prescription pour la plupart des infractions. Pour les crimes, ce délai est de 10 ans. Pour les délits, il est de 3 ans. Ainsi, il est impossible de poursuivre un simple voleur plus de 3 ans après les faits. Cas particulier, l'abus de biens sociaux. C'est un délit dont la prescription est fixée à 3 ans. Mais attention, cette prescription débute quand est connu le délit et non pas quand il est commis. Autrement dit, les auteurs de malversations peuvent être poursuivis 5, 10, 15, 50 ans après les faits. C'est précisément à cet aspect de la loi que s'attaque Pierre Mazeaud. Le président de la commission des lois propose un délai de prescription de 6 ans à compter du jour où les faits sont commis. Proposition dictée par des préoccupations sociales. J'entends remettre les choses en état. Et je le fais pour des conséquences et des raisons sociales. Parce que je répète que les patrons
délocalisent, vont travailler ailleurs, ou mieux, quand les juges d'instruction, 20 ans, 30 ans après, les mettent en détention provisoire pour 2-3 mois, on ferme l'entreprise, puisqu'ils sont en tôle, les patrons. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si on ferme l'entreprise, je vais vous dire, c'est le chômage. Actuellement, les auteurs d'abus de biens sociaux risquent 5 ans de prison et 2,5 millions de francs d'amende. Si la proposition de Pierre Mazeaud se transforme en loi, la justice devra intervenir dans un délai de 6 ans après les faits. Passé ce délai, plus de sanctions. Et dans ce genre d'affaires, le temps joue contre les magistrats, car l'abus de biens sociaux est un délit difficile à déceler. Vous en doutez, cette proposition sensible de M. Pierre Mazeaud provoque des réactions partagées. Valérie Gaget. En rédigeant sa proposition de loi, Pierre Mazeaud savait qu'il courait un risque, celui d'être accusé de vouloir blanchir certains chefs d'entreprise coupables par le passé d'abus de biens sociaux. C'est justement pour éviter ce soupçon qu'il précise dans l'article 2 que la prescription ne s'appliquera qu'aux délits commis après la publication de la loi. Mais pour certains juristes, cette précaution ne tient pas. On dit attention, ce n'est pas une loi d'amnistie parce que, regardez, elle ne s'applique pas aux affaires en cours. Or, on sait parfaitement qu'une loi de prescription, c'est une jurisprudence constante. En plus, il y a la Convention européenne des droits de l'homme qui l'exige. Une loi de prescription plus douce s'applique immédiatement. Par conséquent, ce texte s'appliquera à toutes les procédures en cours et toutes les affaires en cours. La majorité des magistrats semble opposée à cette réforme du délit d'abus de biens social. Les politiques paraissent en revanche plus partagés. C'est vrai que l'imprescriptibilité est un problème, mais en même temps, les délits d'abus de biens sociaux, on les découvre quelquefois très tardivement, et même au-delà des 6 ans qui sont prévus par la réforme Mazeaud. Dans ces conditions, nous considérons qu'aujourd'hui, ce n'est ni urgent, ni adroit de faire cette réforme. Il n'y a aucun, ni crime, ni délit qui soit imprescriptible, sauf les abus de biens sociaux. Enfin, c'est impensable d'être contre, car je vous le répète, ça ne répond ni à la vision d'une société qui sait pardonner, ni à la sécurité juridique nécessaire pour une entreprise quand vous en avez sa responsabilité. Cette proposition de loi, si elle vient en discussion à l'Assemblée, pourrait susciter des débats houleux. Mystérieuse hécatombe de mouettes sur la côte entre le Touquet et Taples dans le Pas-de-Calais. Plus d'1 millier d'entre elles ont été retrouvées mortes hier. Ces oiseaux sont victimes d'une maladie foudroyante qui pour l'instant reste inexpliquée. Marianne Masse, Jean-Christophe Ragzi. On pourrait croire qu'elle couve, mais elle attend la mort. C'est un mal mystérieux et foudroyant qui a touché la colonie de mouettes rieuses et de goélands de l'estuaire de la Canche, près du Touquet. Depuis hier matin, plus de 2000 mouettes mortes ont été ramassées et des centaines d'autres agonisent encore. On remarque un certain nombre de symptômes. Tout d'abord, une difficulté de voler, une difficulté à marcher par engourdissement des pattes, perte de l'équilibre. Et dans un troisième temps, ils se couchent par terre comme s'ils voulaient couver leurs œufs et attendre la mort. Depuis, on se perd en conjectures. Une pollution chimique, les services de secours ont effectué un survol de la zone, rien à signaler. Autre hypothèse, réfugiées à l'intérieur des terres à cause du froid, les mouettes auraient pu ingérer une nourriture contaminée par une bactérie. En tout cas, ce n'est pas le premier accident de ce genre. Il faut mentionner que le capitaine me disait il y a un instant qu'en 1990, on avait eu un phénomène semblable qui avait également touché les mouettes. Et malheureusement, les experts n'avaient pas donné de conclusion précise quant à cette origine. Le mal était parti comme il était venu. Ici, la contamination semble irréversible. Une fois touchées, les mouettes sont vouées à la mort. Ce matin, plusieurs cadavres ont été portés au laboratoire vétérinaire d'Arras pour y être autopsiés. Ce que l'on va faire d'abord, c'est une autopsie complète. Ensuite, on va faire des examens bactériologiques à partir des organes internes et on fera également des examens parasitaires. Bactéries, virus ou parasites, les premiers résultats des examens ne seront connus que dans quelques jours. Le Premier ministre, M. Alain Juppé, a mis en place aujourd'hui le Conseil d'aménagement et de développement du territoire qui doit permettre de revitaliser les zones rurales et participer ainsi à la relance économique. Mais déjà, certaines mesures sont effectives, comme la compensation par l'État de l'exonération de la taxe professionnelle pendant une durée de 5 ans pour les entreprises qui se créent ou se développent. Et puis très rapidement aussi, les créateurs d'entreprises se verront exonérés pendant 1 an des cotisations sociales. Dans certaines régions, on n'avait pas attendu ces mesures pour se prendre en main. Exemple à Monclar, dans les Alpes de Haute-Provence, où il y a une vingtaine d'années maintenant, pour maintenir l'emploi au pays, le village s'était en quelque sorte cotisé pour créer une entreprise d'exploitation d'eau minérale. Alban Mikosi, Jean-François Georgetti. Ce pourrait être l'histoire triste, mais tellement classique d'un village qui se meurt lentement à force de déclin. Mais ici à Monclar, en plein cœur des Alpes, on a choisi d'investir dans la seule richesse disponible, l'eau.
À l'initiative de leur maire, les villageois ont créé il y a 20 ans une petite entreprise pour s'en sortir. Les Montclarins ont apporté plus de 900 000 francs d'argent à risque afin que les banquiers et autres participants veuillent bien prendre ce risque qui était à ce moment-là peut-être très grand, mais qui, au fil des jours, au contraire, s'est trouvé une chance. Un vrai miracle même. Aujourd'hui, 25 millions de bouteilles sortent de ces chênes chaque année. 30 personnes ont trouvé ici un emploi. Des propositions du gouvernement, Montclar a surtout retenu l'allègement des cotisations sociales à la charge de l'entreprise si elle crée des emplois. Voilà qui va peut-être permettre d'investir encore sur de nouveaux projets. Ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Bon, bien sûr, on peut bien avoir toutes les haines du monde. Si on n'a pas un certain volume d'activité, on ne prendra pas des gens inutilement. Mais effectivement, ça peut nous permettre de passer à un cap d'expansion, de le passer plus facilement. De zone sinistrée, Montclar est ainsi devenu une terre d'investissement, attirant à la fois des projets et une population nouvelle dans une spirale positive. Un avis des Français sur le gouvernement, sondage Sofres pour un groupe de journaux de province à paraître demain. 63% des Français désapprouvent l'action du gouvernement, 33% pensent le contraire. 63% également, le même pourcentage de Français pensent que le gouvernement agit au jour le jour, 33% pensent qu'il mène une action à long terme. Lancés à grand renfort de publicité, les restaurants Planet Hollywood à Paris, dans lesquels les stars américaines ont mis un peu de leurs économies, connaissent quelques difficultés avec leurs fournisseurs. En tout cas, jusqu'à ce matin. Luc Bazizin, Georges Janssen. Il est célèbre, il est fort, il est riche. Sylvester Stallone est aussi patron d'une chaîne de restaurants avec d'autres vedettes du cinéma américain comme Arnold Schwarzenegger, un autre monsieur gros bras. Planet Hollywood compte 31 succursales dans le monde, dont une ouverte officiellement à Paris il y a 6 mois. 4000 mètres carrés de construction et de décors très hollywoodiens, des dizaines d'entreprises françaises ont été sollicitées pour fabriquer cette ambiance à l'américaine. Aujourd'hui, c'est l'heure des comptes, le paiement de certaines factures s'est longuement fait attendre. C'est le cas entre autres pour cette société qui a fabriqué les faux plafonds. Résultat, André Blanchard, le patron, a des difficultés financières. J'ai eu un marché qui faisait 3 millions de francs. Je ne suis pas payé de 750 000 francs depuis le mois d'août. Donc ça m'a contraint à déposer mon bilan parce que je n'avais pas payé ni les salaires de décembre, ni les salaires de janvier aux ouvriers. Pendant ces longs mois d'attente, aucune réponse en pièces sonnantes et trébuchantes de la part de Planet Hollywood, si ce n'est cette photocopie de chèque envoyée à André Blanchard pour faire patienter son banquier. C'est la photocopie du chèque que j'ai jamais reçu. Surprise encore plus grande, le hasard et la chance faisant tellement bien les choses, alors que nous étions là, le service comptable de Planet Hollywood appelle André Blanchard. De combien? 242 020 et 21 centimes. Tout est bien qui finit presque bien, si ce n'est que cette grosse gêne de paiement risque de compromettre la confiance de certaines entreprises pour l'ouverture prochaine d'un Planet Hollywood à Disneyland Paris. Une compétition de patinage en Hollande a tourné au drame sur une rivière gelée. 30 000 participants se sont élancés au lieu des 3 000 attendus. Résultat, la glace a cédé. Un des participants est mort d'une crise cardiaque. Plusieurs autres ont été assez sérieusement blessés dans la pagaille qui a suivi l'instant où la glace s'est brisée. À la veille des vacances de février, il faut rappeler les dangers du ski hors piste, une activité qui ne peut pas être sécurisée à 100%. Tout de même, on peut prendre un maximum de précautions. C'est ce qui se passe à La Grave, dans les Hautes-Alpes, une station de haute montagne qui ne met à la disposition des skieurs que des parcours hors piste. Yannick Aroussi, Jean-François Georgetti. Ces montagnes, il les connaît par cœur. Bruno Gardan est guide à La Grave depuis 15 ans. Aujourd'hui, pas de risque particulier d'avalanche dans cette zone de haute montagne, accessible par téléphérique. Mais lorsque les conditions météo l'exigent, la commission communale de sécurité se réunit. Le travail de la commission, c'est de descendre, d'aller voir sur le terrain avant d'envoyer les skieurs et de vérifier qu'il n'y a pas un risque manifestement trop important pour envoyer les skieurs en piste. Si la menace est trop grande, la commission décide de fermer le téléphérique. Le risque est toujours affiché au départ et les skieurs sont systématiquement informés du danger. La Grave n'est pas une station de ski comme les autres. Son principal attrait, c'est l'énorme possibilité de ski hors piste entre 3200 et 1400 mètres d'altitude. Je suis avec un guide de haute montagne, donc je me sens tout à fait en sécurité. Oui.
La sécurité, c'est l'obsession de tous. Un mort dans une avalanche en 95, un autre en 88, c'est finalement peu en rapport du nombre important de skieurs. Il y a vraiment une population qui demande sur leur piste. Nous, on essaye de leur offrir ça, mais surtout que leur piste se fasse en connaissance de cause. Certains jours, le terrain présente un aspect de piste damée. Pourtant, le danger est toujours présent. Couloirs vertigineux, barres rocheuses, nous sommes ici dans un espace sauvage. Pas de panneaux ni de balises. La liberté du skieur est à ce prix. Sur piste, cette fois-ci, supergéant de Garmisch-Partenkirchen en Allemagne. Le Français Luc Alphand a terminé deuxième derrière l'Italien Perratonnerre. Luc Alphand toujours favori pour la Coupe du Monde de descente, sa grande spécialité. Les animaux du zoo d'Arcachon sont particulièrement en forme en ce début d'année. On assiste en ce moment là-bas en effet à une succession de naissances, tigres, singes, etc. Ce qui donne beaucoup de travail à la nurserie du zoo. Éric Perrin, Philippe Ritten. Les visiteurs ne viennent que le week-end, mais pour les responsables du zoo du bassin d'Arcachon, il n'y a aucun jour de repos. Car non seulement la vie ne s'arrête pas, elle aurait même tendance à se développer. Brenda, Chippy et consorts sont les petits derniers. Généralement, ce sont les parents qui élèvent leurs rejetons, mais il arrive que les mamans n'aient pas assez de lait. Alors il faut bien trouver une nounou. Et toi, Brenda, tu sautes. Et quand Marie-Christine en a fini avec les singes à Madria, c'est au tour de Mayra, un bébé tigre bengali de 6 mois. Mais le dernier grand événement, il est arrivé dans la famille Ours. Voici Bouba le papa et Elsa la maman qui a déjà une petite fille aujourd'hui devenue grande et surtout très très possessive. Elle l'a élevée elle-même et elles sont devenues inséparables. C'est-à-dire que quand Elsa, la maman, a eu le petit, la femelle, sa fille chérie, a voulu lui prendre et lui manger parce qu'elle est très très jalouse et elle n'accepte pas que la mère ait d'autres petits. Tant et si bien que pour sauver le petit ourson, Marie-Christine est devenue une nounou vraiment pas comme les autres. C'est dans la chambre d'amis que se trouve le couffin du petit Hercule qui demande beaucoup d'attention et beaucoup de temps. Chez les 24 heures sur 24, il faut lui donner des biberons toutes les 2 heures. Il faut changer les bouillottes pour qu'il soit toujours à la même température. Et la nuit, il faut se lever au moins 2 fois. Et ça fera combien quand ce sera grande taille? Maximum 2,40 m et 400 kg. Ça grandit bien. Et à la naissance, ils doivent faire à peu près, allez, disons 10 cm et 300 grammes. Et pour les bébés ours, comme pour les petits dômes, après le biberon, c'est l'heure de faire en somme avec son nounours. Ce soir, France 2 diffuse un très beau film de l'Égyptien Youssef Chahine, L'émigré. Il s'agit en fait de la vie de Joseph, l'un des personnages clés de la Bible. Ce film fut d'abord censuré et interdit par les religieux les plus extrémistes en Égypte, car pour eux, il est carrément interdit de parler religion au cinéma. Caroline Laudrin, Maryse Richard. Fini le temps des comédies légères où les femmes exhibaient leur corps. Vous ne verrez plus sur les écrans cette célèbre actrice Shadia. Elle a quitté les plateaux de cinéma pour se consacrer à l'islam. Et comme elle, le cinéma égyptien porte aujourd'hui le voile. Le Caire n'est plus le Hollywood du Moyen-Orient. De 70 films par an, la production est passée à 12. Ne sont diffusés que les films passés au crible de la censure morale de l'État et de la censure religieuse des extrémistes de l'islam. Certains fanatiques considèrent que le cinéma est contre l'islam. De plus, l'État accorde constamment des concessions aux idées de ces fondamentalistes. Parce qu'il mettait en scène le prophète Joseph et transgressait ainsi la loi islamique, le dernier film de Youssef Chahine a connu les démêlés avec la censure. Mais la justice, qui avait interdit dans un premier temps sa diffusion, a fini par lever l'interdiction. Ce coup de tampon vaut de l'or. Nous sommes ici au département de la censure de l'université islamique d'Al-Azhar. Chaque scénario, chaque livre est épluché avant d'être approuvé. Les placards regorgent de manuscrits, de séries télévisées refusées pour avoir dérogé à la charia, la loi de l'islam. Il y a toujours de drôles de gens, enfin ils ne sont pas drôles, mais des gens qui croient pouvoir imposer à l'autre ce qu'il doit penser.
Ça veut dire freiner l'inspiration. Il se donne le droit de freiner l'inspiration de l'autre. D'où il détient ce droit. Alors il faut lutter. Ils vont devoir effectivement se battre pour que la censure ne prenne plus le pas sur la créativité, ne serait-ce que pour pouvoir dire à nouveau des mots simples comme « je t'aime » au cinéma. Un autre genre de cinéma maintenant, Sabrina, c'est un film américain qui sort cette semaine en France avec pour vedette notamment Harrison Ford. C'est une nouvelle version en fait d'un célèbre film de Billy Wilder dans la grande tradition de la comédie américaine des années 50. L'héroïne à l'époque s'appelait Audrey Hepburn, aujourd'hui Julia Ormond. C'est l'histoire d'une pauvre petite fille, d'un chauffeur, d'un milliardaire et qui tombe amoureuse du fils de ce milliardaire. Pascal Deschamps, Philippe Gassot. 40 ans après, c'est encore dans la luxueuse propriété de la richissime famille Larrabee que se situe l'action de Sabrina. Et 40 ans après, c'est encore des beaux yeux bleus de David, l'un des deux fils de la maison, que la fille du chauffeur va tomber amoureuse. Julia Ormond et Greg Kinnear ont remplacé Audrey Hepburn et William Holden. Et c'est Sidney Pollack qui a accepté de prendre la succession de Billy Wilder. On réadapte bien et sans arrêt les pièces de théâtre qu'on aime, parce qu'on en présente à chaque fois une vision nouvelle. Par exemple, un tramway nommé Désir, ou Roméo et Juliette, que sais-je encore. Sabrina est une jeune fille pauvre légèrement nunuche que son père envoie à Paris, l'endroit tout indiqué, pour la déniaiser un peu. Ceinture, bellette, ceinture là. Ça marche tellement bien que de retour au pays, David ne reconnaît pas dans cette ravissante et élégante jeune femme la fille de l'un de ses domestiques. Vous me dites enfin qui vous êtes. Bonjour Sabrina. Bonjour, Linus. Sabrina. Alors, c'était bien Paris? Oui, merci. Sabrina? Vous êtes devenue une femme. Sabrina? Qu'est-ce qu'il a à répéter ça? Bien sûr, ça ne loupe pas, le coureur de jupons tombe amoureux de Sabrina. Que tu oses draguer la fille du chauffeur. Une idylle naissante que sa famille, qui avait pour lui d'autres projets, voit bien sûr d'un très mauvais œil. Surtout le grand frère, Linus, garçon sérieux, qui gère d'une main de fer la fortune de la famille et pour qui l'amour a moins d'attrait qu'un bon paquet d'actions. Pour ce rôle, Harrison Ford reprend, lui, le costume sombre d'Humphrey Bogart. On a conservé le côté conte de fées, bien sûr. L'histoire est en gros la même, mais on l'a rendue plus contemporaine pour qu'elle reflète notre époque. La nouvelle Sabrina, c'est donc Cendrillon dans l'univers impitoyable de Wall Street, où comment l'innocence va désarmer le cynisme. Mais comme sa grande sœur, elle a le charme désuet des comédies romantiques, aujourd'hui comme hier, cynique, s'abstenir. Dans un instant, la météo, Isabelle Martinet. Ensuite, à 23h30, après le film de ce soir donc sur France 2, un documentaire d'André Campana, des crimes nazis à la responsabilité française, qui retrace en fait le compas de Serge Klarsfeld. 0h30, l'édition de la nuit avec Philippe Lefay. Gérard Leclerc recevra demain matin, 7h50, dans les 4 vérités, Edgar Morin à propos de la Bosnie. 13h, vous retrouverez bien évidemment Patrick Chen. Quant à nous, si vous le voulez bien, on se retrouvera demain soir à 20h. Au revoir, bonne soirée sur notre chaîne.